Au programme ce soir du foot avec ce mondial brésilien, évidemment des interviews avec notre reporter préféré Christophe, des parodies et autres sketchs de zombies avec notre chroniqueur Georges Romero. Non, je déconne, je peux plus l'avoir. Bonsoir à tous, c'est Formule Foot. C'est pas Formule Foot? Ah, c'est Very Bad Fear. Très bien, bah bonsoir à tous, c'est Very Bad Fear. C'est bon là? Je peux me casser? Oui? Tu me dis, hein? Je peux me casser? Ok, parce que j'ai pas que ça à foutre, hein. Allez, salut. Bonsoir à tous, ne soyez pas effrayés. Ce soir, on parle de Call of the Dead. Et avec mon exemplaire unique du Necronomicon, je vais pouvoir appeler un sinistre personnage venant de la troisième dimension. Je t'invoque, créature du film désolé, par les rituels de la désolation. Je t'invoque, créature de souffrance, par les mots de souffrance. Que les morts se relèvent, ô troisième dimension. Ouvre tes portes, et que les pareils abîmes sortent, Monsieur 3D. Mais... qui ose me déranger? C'est moi, ô suppôt du film pourri. Bon, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, cette introduction n'a que trop duré. 3D, tu m'aideras dans cette rude tâche qui est d'analyser Call of the Dead. Ok, tu me laisses partir après, hein? Oui, avec plaisir. Alors, ce film est sorti seulement dans quelques salles en France le 27 février 2014 et en DVD le 11 juin, juste avant la Coupe du Monde. Le format du film est atypique, c'est-à-dire qu'il est en deux parties, en demi-temps. Chacune des deux parties ont été faites par deux réalisateurs différents. Benjamin Rocher pour la première et Thierry Poirot pour la seconde. Les deux parties sont sorties en même temps, ce qui d'ailleurs enlève un peu l'intérêt de faire un film en demi-temps. Bah, c'est même pas comme si la deuxième partie était une suite faite quelques années plus tard. C'est clairement le même film coupé au milieu, il n'y a même pas de réintroduction de personnage ni rien. Bon, passons. C'est l'histoire de Samuel Lory, interprété par Alban Lenoir, un joueur de l'Olympique de Paris, qui va affronter en match amical la petite ville de Kaplang, la ville natale de Lory. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les habitants l'aiment pas trop, je crois. C'est bien ça, Christophe? Oui Christophe, il semblerait que Kapelong soit rancunière quant à la défaite qu'elle a rencontrée il y a 17 ans face à l'Olympique de Paris. Match perdu car Lory avait choisi, à l'époque, de quitter sa ville natale pour un plus grand club comme Paris. Beaucoup ont souffert de ce départ, mais en tout cas je peux vous dire qu'ici l'ambiance est à son comble et que les spectateurs ont hâte que cette rencontre détonnante commence. Et bien évidemment, Lory a un pire ennemi, anciennement son meilleur ami, j'ai nommé Jeannot, capitaine de Kaplang. Le père de ce dernier, interprété par Philippe Dujaneran, dope son fils pour assurer la victoire. Mais malheureusement, le produit dopant qu'il reçoit n'est pas le bon et va transformer Jeannot en... une tornade de requins. Des moutons garous. Des tomates meurtrières. Et non, c'était un zombie dégueulasse vomisseur de bile. Vous n'avez donc pas gagné ce lustreur d'asperges. Ah, que de références à de gros nanars. J'adore l'étalonnage, cette couleur super froide qui glace le sang. D'ailleurs, le film est tourné en plein hiver pour rendre cet effet encore plus réaliste. Le maquillage des zombies est tip top, je pensais pas voir ça de ma vie. Un film français avec des effets spéciaux crédibles? Non mais attends, dans Camping, il y a des effets spéciaux de gueudin, tu sais quand ils plantent la tente et que... Le film suit aussi l'histoire de 4 losers hooligans qui, je pense, veulent voir mort Lory. C'est de l'ironie. Durant le match, il balance des fumigènes et c'est comme par hasard à ce moment-là qu'entre sur le stade Jeannot, enragé qui dégueule sa bille sur tout le monde et qui va transformer les gens à leur tour en zombies qui dégueulent de la bille. Là je me dis que ça aurait pu être marrant qu'il y ait un débrief du match sur une chaîne sportive. Salut à tous, comme tout le monde, vous avez certainement dû suivre le match de ce soir. Je vais tout de suite donner la parole à mes invités. Je vous les présente évidemment. Je vous présente Eric Carr, hein, qui est venu, hein, pas tout seul, hein, visiblement. Salut Eric. Guinness également, là. Hein, ça va Guinness, tout va bien? Ça a l'air d'aller. Et puis je vais aller voir de l'autre côté Nicolas Absinthe. Oula, ça va Nicolas? Bon, on va quand même faire un débat sur ce match, les copains. Bon, ce match, vraiment, bon, c'est de la merde ou pas? Paris, reculé, torché. Ok, merci Guinness. Je vois que c'est un discours constructif. Ouais, comme m'habiter. Ouais, ok. Merci beaucoup aussi, Eric Carr. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Hein. On est en duplex avec Christophe. Christophe, dites-nous ce qu'en ont pensé les supporters de ce match. Donc, comme vous avez pu le voir, ouais. On les a niqués. 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 Ouais.
Bon bah écoutez, c'est sur ces belles paroles, merci beaucoup Christophe, que nous allons vous laisser. On va aller boire un petit coup, hein, les mecs, un dernier. Hein, je pense que vous avez de la place. Je vous dis à demain, évidemment, pour une nouvelle émission avec un grand verre d'aspirine hein, à 18h30. Salut. Enfin bon, une fois les gens contaminés, Laurie se retrouve avec sa fille dans un bar, et c'est là que c'est la fin de la première période. Bon bah pour la deuxième période, ça part en survival horror, on suit les petits groupes qui se forment, et ça finit bien. Pas de questions? Non. Le problème avec Call of the Dead, à mon humble avis, c'est qu'il souffre trop d'une ressemblance scénaristique avec Shaun of the Dead d'Edgar Wright. Ça va d'ailleurs être le sujet du top 3 aujourd'hui. Un top 3 des ressemblances avec Shaun of the Dead. En avant jingle. Bon alors vous inquiétez pas, hein, je vais pas dire que les zombies sont pompés sur Shaun of the Dead, ce serait poussé même dans les orties. Par contre, on peut remarquer que comme dans Shaun of the Dead, il y a une scène dans un bar où les principaux protagonistes se sont coincés entourés de zombies, et il y a un plan où les zombies défoncent une fenêtre. En top 2, je note qu'il y a une scène émouvante où un parent du héros meurt et se transforme sous ses yeux impuissants. Dans Shaun of the Dead, c'est sa mère, et dans Call of the Dead, c'est son père. Eh ben oui, il faut bien varier un peu les plaisirs. Alors là, je vais parler de la dernière scène dans Call of the Dead et dans Shaun of the Dead. Dans Shaun, on voit le héros jouer à la console avec son meilleur ami qui était mordu et transformé en zombie. Et on voit un reportage qui dit que les zombies se rendent utiles pour la société. Et ben c'est exactement la même scène dans Call of the Dead, sauf que son meilleur pote, il sert une pinte. Voilà. C'est dommage que ça gâche un peu le film à mon goût. Bon, et j'ai pas la place de dire dans ce top 3 que c'est l'armée, dans les deux cas, qui vient les sauver. Bah oui, hein, c'est un top 3, c'est pas un top je bourre tout ce que je peux dans la rubrique. Bon allez, c'est l'heure de l'apéro. Du poids philo. Salut à tous, c'est Simon dans le point philo. Non désolé, en fait il m'a encore laissé à sa place. Donc aujourd'hui je suis venu te parler de deux sortes de films de zombies, lapin. D'abord, il y a le film de zombies divertissement. Horribilis, Call of the Dead, et puis allez, un vieux pour changer. Vendredi 13, partie 6, alias Jason le mort-vivant. L'au-delà. Alors à ton avis, pourquoi est-ce que je galère à trouver des films de zombies purement divertissants? Parce que la majorité rejoignent la deuxième catégorie que je voulais aborder, les films de zombies à message. Depuis La Nuit des Morts-Vivants de George A. Romero, les films de zombies ont tendance à retranscrire régulièrement les peurs directes de la population au grand écran selon le contexte de sortie du film. Rappelle-toi le premier volet de la saga des Morts-Vivants. On y évoque la fin de la guerre du Vietnam, la société de consommation et la fin de la ségrégation. La vérité tout autre, bien sûr. D'ailleurs, ce se rappelle bien Zombie, le deuxième volet de la saga des Morts-Vivants, est une charge directe contre la société de consommation. J'aimerais que tu te rappelles que zombie, à la base, fait partie de la tradition vaudou. On pourrait même dire que, zombie, en créole, veut dire revenant. Pas mal ça, hein? Ouais, c'est pas mal ça. D'ailleurs, en fait, normalement, le zombie, c'est un mort qu'on ramène à la vie pour en faire son esclave. Ça va, toi? Tranquille? Il est donc rapproché de la peur de l'aliénation. C'est-à-dire pour l'individu, la perte de sa maîtrise ou de ses forces au profit de quelqu'un d'autre que soi. Il faut pas oublier non plus la peur de l'être humain d'être bouffé, merde. Et puis il y a le cannibalisme qui constitue un tabou. Et puis dans le monde vaste et merveilleux des films de zombies, comment passer à côté de Zombie Anonymous, le film social avec des zombies? Ouais, c'est signé Marc Frato. Bon alors je vais te la faire courte. Petit moyen, ambiance malsaine et des zombies victimes d'exclusion sociale. Alors si tu trouves ça trop what the fuck, je te conseille d'aller voir la définition de discrimination. Comme l'a fait remarquer Timothée auparavant, c'est vrai, le film de zombies n'échappe pas à certains clichés, notamment l'intervention de l'armée face à l'invasion zombie. Pourquoi à ton avis? Bah, c'est tout simplement une fausse sapienne. Dans la tête des plupart des réalisateurs, c'est vrai que les militaires représentent un petit peu la perte de l'individualité, face justement aux zombies qui, eux, sont une autre forme d'aliénation. Donc, de toute manière, ça finira quand même décérébré contre décérébré, et on aura au final, en cas de victoire des humains bien sûr, une victoire de la médiocrité contre la stupidité. Et comme je peux pas te quitter comme ça, ce serait vraiment trop triste. Je vais te quitter en faisant 3 recommandations. La première, The Roast de Ty West, une perle de série B qui fait hommage au film des années 50 et 70. Puis Horribilis, série B, parce que j'adore les séries B, qui est bourré de références en pagaille, où Rob Zombie et Lloyd Kaufman viennent faire des petits caméos. Franchement, ça vaut le coup. Et puis ensuite, je vais faire une recommandation pour un court-métrage. Ouais, je sais, une fois n'est pas coutume. Tu me veux pas trop, j'espère. Allez. I Love Sarah Jane. C'est l'histoire d'un gamin qui a peu de chance de passer l'hiver et qui rêve de pécho Mia Wasikova. Tu sais, la Alice adulte dans la version live d'Alice au Pays des Merveilles de Burton. Et tout ça entouré de zombies. Ouais, entouré de zombies. Bonne chance, mec. Et n'oublie pas, lapin. Fumais-tu? Merci Patrick. Eh bien, c'est la fin de cette saison 1. On se retrouve bientôt pour la saison 2.
Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau et sacrifiez des chatons pour apaiser Belzébuth. Durant l'été, on y est déjà, un making-of bêtisier va sortir et également un court-métrage tourné sur un vrai lieu hanté. En ce qui concerne la saison 2, il va y avoir quelques changements et quelques surprises. Notamment, et bien sûr nous souhaitons tous remercier Jean-Christophe Drouet et Quentin Hébert alias Monsieur 3D qui ont bien voulu participer à cette vidéo. Bien, et qu'on ne me dérange plus. Enfin bref, comme je dis toujours, moi je vous laisse, j'ai un travail à terminer. Attends, j'ai mis un truc dans la voiture. Ça t'inquiète pas plus que ça, le cri qu'on vient d'entendre? C'est précisément ce que j'attendais. Même si je te cache pas que je tremble un peu des genoux. Timothée. Avec lui, on s'amuse à tourner des chroniques de films d'horreur. Il s'est donc mis dans la tête qu'il était un tueur en série. Alors il lui arrive de temps à autre de me courser avec un couteau. Mais t'inquiète pas, il a tendance à rater son coup. Donc t'as un copain légèrement sociopathe à tes trousses, et tu t'es dit tiens, si j'emmenais des copains chez lui, loin de tout secours. Bon, je pense qu'il est temps de te mettre au parfum. Ici, on n'est pas venu pour cueillir des marguerites. Mais il y a comme une sérieuse odeur de vendetta dans l'air. Le Lascar, je peux te dire que je vais lui faire une putain de guerre comme il en a jamais eu. Allez, une. Tiens, prends les bougies. Ça va servir à quoi ce truc? À renvoyer ce démon dans la bouche de l'enfer. À trop regarder des films d'horreur, il a fini par être possédé par une force maléfique. Cette même force maléfique qui a permis à Wes Craven de tourner Scream 3 et Scream 4. Il a un quota, tu sais. Et lorsqu'il aura atteint ce quota, il aura accès à l'immortalité. Je me demandais aussi pourquoi Wes Craven n'était pas encore considéré comme un has-been, alors que tous les films qu'il a fait sont des daubes depuis plus de 15 ans. Ton pote et toi, vous m'avez servi d'appât. Et dans tout film d'horreur qui se respecte, une paire de nibards égale un psychopathe dans les parages. Il y a des statistiques là-dessus. Prochaine étape, tu vas aller dans la chambre pour te déshabiller. Et lorsqu'il passera à l'action, là, je le chope et je le place au milieu de ce pentacle. Me déshabiller? Y'a marqué cruche là? Surprise, motherfucker! Ha 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 ha!